Madame Akari Antoinette. Je suis Madame Akari Antoinette. Je dirais que c'est lors de notre apprentissage que nous sommes rencontrés. Ensuite, on s'est mariés, nous avons eu une fille premièrement. Après, nous avons eu un garçon et celui-ci est le troisième. Donc, je suis mère de 3 enfants. Les 2 autres vont à l'école. Et via me tomber non. Et wa, amia me vekochioa, wa oleyi sukulu. Et une personne non voyante à mon connaissance et ma thème non foyer mieux. Les gens pensent qu'une personne non-voyante ne peut pas fonder un foyer, mais cela n'est pas vrai. Elle peut le faire, parce que ce sont des gens qui savent bien prendre soin d'eux-mêmes et ensuite, ils savent aussi entretenir leurs enfants. Là où je suis moi-même, je fais le ménage à la maison. Il me suffit de reconnaître le milieu dans lequel je vis. Il est bien vrai qu'à l'accouchement, toute femme a besoin d'aide. C'est pareil à mon niveau. À la naissance du bébé, ma belle-mère m'aide pendant 1 mois pour les soins du bébé. Et juste après, je m'occupe du reste. La plus grande partie les nasine adirado adoaune aonde pepe ne kugbenye kuimitona ne magbakple kondita nene. L'on se pose des questions sur la situation sentimentale ou le choix de partenaire des non-voyants. Car il faut noter que les femmes non-voyantes ont du mal à fonder leur foyer avec les hommes voyants. Par contre, les hommes non-voyants ont la chance de partager leur vie avec des femmes qui n'ont pas d'handicap visuel. Je peux dire que c'est très difficile pour les femmes non-voyantes de trouver un homme valide comme mari. Souvent, on abuse d'elles, puis on les jette. Le plus souvent, ou bien si la personne était déjà voyante avant de tomber malade, et si le monsieur l'accepte, il la garde. Même dans ce cas, souvent il y a la division, la séparation qui intervient après aussi, dans ces cas. Donc, à vrai dire, très difficile pour elle de trouver un homme voyant qui s'engage vraiment à les prendre. Mais il y a un de ce cas quand même, mais pas chez monsieur Togo. Ou bien si ça se présente, elle est 2e, 3e ou bien 5e femme. Et elle n'est même pas considérée. Comme elle n'annule pas à aller, elle accepte cette condition malgré elle. Sur le plan sentimental, les efforts se font aussi, mais le constat, le résultat n'est pas encore satisfaisant. Par exemple, quand nous prenons les hommes qui sont personnes handicapées visuelles, bon, pour dire les choses telles qu'elles sont, c'est un peu plus facile pour les personnes handicapées, bon, les hommes handicapés visuels de trouver une femme valide, mais pour côté des femmes, c'est un peu plus difficile pour elles. Les hommes valides ont de la peine à vraiment se décider de les prendre pour femmes. Parce que vraiment, parfois, voyant leur beauté et tout, on les approche, mais d'autres viennent par curiosité et ils ne sont pas aussi courageux pour aller jusqu'au bout. Le seul problème qui se trouve que nous avons comme difficulté, c'est comment convaincre la famille à savoir que une personne voyante peut aussi épouser une fille non-voyante. Actuellement, nous avons vraiment ce problème. Trouver une femme non-voyante, avoir un mari voyant au Togo actuellement, c'est seulement 2 couples qui ont réussi et qui vivent actuellement ensemble. Au Ghana, c'est plein. Au Ghana, j'étais en mission l'année dernière au Ghana, j'ai rencontré 4 couples. Ils vivent comme ça. Mais chez nous ici, c'est un peu compliqué. Très compliqué. Parce que la famille déjà se dit le plus souvent on dit qu'il va te chercher de l'eau quand tu es au champ. Si tu es au boulot, qui va te chercher de l'eau, qui te fera le feu. Donc c'est un peu compliqué qu'une femme non-voyante
est pour marier un voyant. Nous avons également monsieur et madame Kekessi, le monsieur non-voyant et la dame malvoyante. Madame Alphonsine mène une vie normale dans son foyer et travaille comme gérante de la boutique du centre Happy Brothers and Sisters. Nous fabriquons des pommades et savons. Je vends aussi de petits trucs. J'ai 2 enfants. Pour leurs études, je fais des efforts pour pouvoir mieux les guider en leur demandant ce qu'elles ont appris à l'école et surtout en rendant régulièrement visite à leurs enseignants à l'école pour leur suivi. J'ai commencé ma vie conjugale à partir de 2011. Après une rencontre avec madame, on a vécu ensemble. Et c'est en 2011 que ma première fille est arrivée. Elle s'appelle Blanche. Elle est arrivée. Et 2 ans plus tard, la deuxième aussi arrivée en 2013. Il faut dire que bon, en tant qu'une personne handicapée visuelle, nous avons essayé d'alléger la tâche pour nous-mêmes. Et comme madame voit un peu, donc elle mène quelques activités de revenus et après mon service. Et aussi, bon, je fais parfois quelques prêts pour la soutenir aussi dans les activités. Et quant à la gestion des enfants, étant bien même que je suis dans le cours primaire, mais on s'est conclu de jardin au CP2, elle gère les enfants. Donc au retour de l'école, je prends la cuisine et elle autre gère les enfants avec les études. Donc après, ensemble, on passe à la table. Le matin, elle gère la cuisine et le déjeuner aussi. Donc nous partons à l'école. Et elle est à côté de ses activités aussi. C'est comme ça nous vivons ensemble en famille, mais les tâches quotidiennes sont partagées. Patron, les doigts, mais. Elle là. Les doigts. Ils sont là. Mais faut y aller des doigts, mais les. Les doigts, les ignorer. Mais ma quoi là-bas, bagna, au sombre, ma. Au sombre. Et dit qu'on y les voit. Mais ouais, les doigts, là. Les croaties. Oh, les gilo. Oh, fine. Alors, à la siola. Le couple John et Antoinette, les 2 non-voyants, loin de se laisser abattre par leur handicap, trouvent les moyens de le capitaliser en mettant toute leur énergie en œuvre pour l'évolution de leurs activités. Déterminés et sûrs d'eux, ceux-ci nous racontent leur histoire. J'ai été élève après la classe de 3e, j'ai perdu ma vue depuis 2000. Après, j'ai retrouvé le père Fabio qui m'a introduit dans un centre où j'ai suivi la formation. Nous faisons des chapeaux pour les enfants, des chaussettes, le pullover, les pagnes, un peu de tout. Je suis avec ma femme Antoinette et les amis qui viennent, on les donne le coup de main pour la formation, toujours par l'envoi de certains pères. Babé, tricotage bédoua. C'est le travail de tricotage que nous faisons, mais cela ne suffit pas. Donc souvent, je fais de petits jobs au sein de notre association dénommée Happy Brothers and Sisters. Donc avec ces petits moyens ajoutés aux aides de certains prêtres et l'appui de quelques bonnes volontés, nous arrivons à prendre en charge les enfants. Cela ne suffit pas tellement, mais on rend grâce à Dieu. D'accord. Le handicap n'est pas une incapacité, mais une différence à prendre en compte. Il faut noter que l'entrepreneuriat permet de dépasser les préjugés et comprendre qu'on peut faire d'une faiblesse une force. Le handicap n'influe en rien la façon de manager puisqu'il s'agit d'une incapacité ponctuelle. Si je n'étais pas non-voyant, d'ailleurs sur la naissance de ma première fille, j'ai pris comme fonction technicien parce que mon objectif premier était de devenir un ingénieur.
d'État. Et donc, toute ma carrière scolaire, je ne manquais pas de faire des efforts dans les recherches. Bien que j'étais encore sur le collège, je faisais des montages, je faisais des fabrications. Sincèrement, si je n'étais pas un non-voyant, je sais que je travaillerais comme un ingénieur. La différence au niveau de nous, les personnes handicapées, et puis la société, bon, le gouvernement fait ses efforts, mais il reste toujours la sensibilisation parce que vis-à-vis devant certaines personnes, on se sent encore vraiment lâché ou bien abandonné. Quelques non-voyants se sont regroupés au sein d'une association dénommée Happy Brothers and Sisters à Lomé, située dans le quartier Apédokoué dans le canton d'Adido-Gomé. Au sein de cette association, ceux-ci exercent des activités génératrices de revenus. Ils fabriquent les pommades et savons qu'ils ont nommés Mikafui. Les non-voyants sont aussi des personnes comme toute autre personne. Mais on se demande, souvent les gens me posent la question, mais pourquoi tu t'intéresses beaucoup à ce genre de personnes? Je me suis dit, bon, je ne sais pas, je n'ai pas une réponse concrète à donner. Peut-être que c'est un appel. La majorité de ceux qui leur viennent en aide, souvent ça fatigue. Ou bien on est découragé par ceci, caprice. On oublie aussi que nous, les valides aussi, nous faisons des caprices. Donc il faut un cœur pour les aimer, les aider, les comprendre surtout. Donc c'est ça qu'on a surmonté. Avec la grâce de Dieu, l'aide de Dieu, nous sommes là à leur côté. Et nous faisons ce genre d'activités. Nous avons plusieurs activités. L'association a plusieurs activités à son actif. Il y a la musique que nous faisons. D'abord, c'est divisé en deux. Nous faisons la chorale. Avec cette chorale-là, on anime des messes sur des paroisses. Et on sillonne les paroisses. Il suffit que les curés nous acceptent. Donc on anime proprement la messe. Par ailleurs, pour une meilleure intégration des non-voyants, le PINV, projet d'intégration des non-voyants au Togo, s'est donné pour mission d'accompagner les handicapés visuels, non seulement dans leurs différents projets, mais aussi sur le plan éducationnel. J'ai fait l'expérience de la vie de non-voyants à partir d'octobre 2017. J'ai compris que ça fait déjà 10 ans qu'ils sont passés et que je dois donner plus d'amour à une personne non-voyante. 10 ans sont passés comment? Je parle du moment où j'ai perdu la vue, puisque ça s'est passé en 2007, que j'ai eu ce problème suite à un accident. Et j'ai eu l'hémorragie interne au nerf optique. Passons par là, c'est un prêtre. Il est actuellement là, un prêtre diocésain, le père Servi, qui me parlait d'un prêtre non-voyant qui s'appelle Père Fabio Dili. Maman, je tombe des nuages qu'il y ait un prêtre encore, un blanc qui perd la vue, qui se retrouve au Togo. Et qu'on me dit que c'est un prêtre, mais je me demande comment est-ce qu'un prêtre non-voyant est prêtre à la fois, qui va te servir les messes. Je me suis pressé déjà le 8, le 11 février déjà, c'était la fête des malades. Il était chez lui, il me racontait avec de la pagaille que la vie c'est comme ça. Donc j'ai continué à le connaître. Chaque temps je vais chez lui, on discute, on rit. Là, au-delà de la pagaille qu'il menait et la prière, j'apprenais beaucoup de choses. Et l'unique chose qui m'a beaucoup plus marqué,
c'est accepter en premier le mal. Et le seul remède dans cette vie, c'est l'acceptation de la situation qui arrive au même moment que la souffrance. Qu'est-ce que nous faisons? Nous avions essayé de scinder l'école qu'on appelle l'éducation et maintenant les personnes en insertion socio-professionnelle. Puisqu'on n'est pas tous doués pour l'école. Certains malheureusement n'arrivent pas à finir, d'autres peuvent, mais les moyens ne leur permettent pas d'y parvenir. Alors maintenant, pour ceux qui finissent, qui viennent à l'université, ils sont accueillis à 100% dans ce bureau. Grâce à leurs propres efforts, les non-voyants et malvoyants aspirent également à disposer de moyens financiers raisonnables afin d'être en mesure de participer activement à la vie sociale et culturelle. Nous sollicitons beaucoup l'État, surtout à notre domaine artisan. Parce qu'au niveau des étudiants non-voyants, nous sentons vraiment un soulagement. Après leur bac et autres, l'État les reçoit dans les entreprises, dans les écoles pour le travail. Mais à notre niveau, c'est ça, je dis un peu plus haut, c'est comme si nous sommes abandonnés à nos propres efforts. Donc nous appelons vraiment, nous lançons cet appel afin que l'État vraiment puisse porter une assistance à ce niveau. La mobilisation des ressources demeure un problème crucial comme pour tout entrepreneur. L'artisanat des non-voyants a une longue tradition et compte un grand nombre de métiers appropriés tels que le tricotage, la fabrication des essuie-pieds, la fabrication de certains savons et pommades et plein d'autres choses. On dit souvent quand on ne peut pas avoir ce qu'on aime, on se contente de ce qu'on a. Donc ça apporte seulement un peu de plus. Ou bien ça les aide seulement en partie. Mais totalement non. Bon, chez les valides aussi, ce n'est pas total, mais c'est acceptable. Mais dans le cadre des non-voyants, si, il y a certains qui sont bien nantis, on peut le dire. Les difficultés financières, ça c'est beaucoup plus. Même si ce n'est pas ça, si quelqu'un se présente maintenant pour nous fournir en quantité suffisante les matières premières, on prend. Et surtout quand on travaille, on a les matières premières en abondance, on sait que quand nous travaillons, nous allons épargner et plus aider les non-voyants. Mais quand on fait un peu, on prend pour aller acheter, venir laisser. Le père qui nous aide, ça fait bientôt un an qu'il a, sa santé ne lui permet plus de vivre au Togo. Il est rentré, on ne sait plus s'il va revenir ou pas. Donc on se défend. Les difficultés d'ordre majeur, c'est question de logement. Et parce que très souvent, les endroits où nous logeons et ceux avec qui nous vivons ne comprennent pas la gestion de nos vies. Donc ça fait que nous avons des latrines communes, ce qui fait que parfois des gens vont au WC, ils ne chassent pas. C'est après tout vous allez que on vous informe qu'il y a des débris sur ça. Et souvent, on nous accuse comme c'est nous qui sommes l'auteur de ces choses-là. Donc c'est aussi ça. Secondo, puisque les logements ne sont pas dans des lieux adéquats, ça fait que nos déplacements se compliquent. Et on verse l'eau ici, on verse l'eau par là. Donc vous marchez, vous rentrez dans les eaux qui stagnent sur la route. Donc c'est ce qui fait quand même nos difficultés. On souhaiterait que si c'est que je peux encore faire d'autres activités pour ajouter à ce que je fais, comme mes collègues peuvent faire des répétitions aux enfants, ça pourrait encore bouder quelque chose dans notre économie. Mais c'est ce à quoi je regrette. Mais je remercie quand même Dieu que nous avons l'essentiel. De nombreux non-voyants et malvoyants sont donc dépourvus de travail et de perspectives d'avenir. Ils souhaitent subvenir à leurs propres besoins et ne pas dépendre uniquement des autres. En achetant les produits que fabriquent les non-voyants, vous avez la possibilité d'assurer un emploi durable et sûr à nos artisans.
Notre souhait est que les malvoyants, les non-voyants quittent la rue. Mais si je sors maintenant dans la rue, que j'appelle tous les non-voyants, venez, venez quitter la rue, j'ai quoi leur offrir? J'ai quoi pour les soutenir? C'est ça notre gros problème. C'est un problème très délicat. Seulement, lançons l'appel aux valides de ne pas les marginaliser. Par exemple, ce produit que nous faisons, bon, qu'est-ce que les non-voyants aussi peuvent faire? Quand on voit les non-voyants, un non-voyant en train de vendre, il y en a qui minimisent ça. Bon, je vais prendre 100 francs pour voir. Arrivé à la maison, maintenant, quand on constate que ça sort de l'ordinaire, c'est en ce moment qu'on nous cherche en vain. Peut-être qu'on a jeté aussi la boîte. Je supplie les dirigeants de revoir le cas de non-voyants qui n'ont pas pu avancer dans les études mais qui évoluent dans le secteur artisanal. Nous sollicitons un appui du côté de l'assurance maladie pour les artisans non-voyants. Le côté santé pèse sur nous. Par faute de moyens, parfois nous utilisons les médicaments de rue, bien que cela soit interdit. Nous sommes obligés de les prendre pour se soulager. Nous demandons aux dirigeants de nous venir en aide. Je suis une personne non-voyante, mais je n'ai même pas la canne pour mes déplacements. Si une voiture te ramasse dans la rue, elle a ses raisons. Parce que sans la canne, on ne peut pas savoir que vous êtes non-voyante. Ce qui serait souhaitable est que si l'État peut mettre à notre disposition des logements sociaux et des constructions adaptées à nos conditions. Nous ne disons pas que l'État construit quelque chose pour nous inclure ou bien nous exclure de la société, non. Mais qu'on comprenne que nous avons aussi des difficultés et qu'on adapte ces difficultés à notre réalité et que nous pouvons vivre ensemble avec les autres. Donc avoir un logement social ou bien des structures sociales qui pourraient accueillir les personnes handicapées de la rue, qui savent comment gérer leur quotidien. Le handicap n'a jamais été un problème car il n'empêche pas d'avoir une vie sociale. Par ailleurs, il faut une valorisation des compétences de personnes en situation de handicap et l'atténuation des préjugés à leur égard. Le travail constitue pour eux un véritable rayon de lumière qui les conduit vers leur épanouissement personnel. À vous tous et à mes frères en premier qui malheureusement ont perdu la vue, n'ont pas pu récupérer. À leurs familles, dans l'ensemble avec les États ou les chefs d'État, avec les associations responsables ou qui veulent se donner dans l'aide d'une personne handicapée et handicapée de la vue, comme je l'ai dit au départ, nous devons savoir que, au-delà de tout, il y a l'évangile ou la parole qui nous anime, qui est de Dieu. Nous devons savoir que une pierre aujourd'hui qu'on peut rejeter peut devenir demain une pierre d'angle. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger ou une femme non-voyante parce qu'elle n'a pas la vue, tout comme un homme malvoyant qu'on peut négliger, non. Cap